Bienvenue dans cette rubrique Les deux sessions dans la presse qui se veut un tour d'horizon de ce qui s'est décrit dans les médias sur cet événement. Nous allons d'abord voir un article de l'Economic Daily intitulé « Ressentir la vraie température de l'économie chinoise ». L'auteur a comparé de manière innovante l'économie chinoise au climat en utilisant les deux termes suivants, la température annoncée et la température ressentie. Selon l'auteur, tout comme le climat qui peut être représenté par une température mesurée avec le thermomètre, mais aussi par la sensation corporelle des gens, l'économie a aussi deux facettes. Et parfois, entre les deux, il peut y avoir un décalage. C'est le cas pour l'économie chinoise en 2015. La croissance du PIB de l'année 2015 s'est fixée à 6,9% et celle du volume de l'import-export est devenue négative. D'autres indices traditionnels comme le volume de la production industrielle, la consommation énergétique semblent ne pas être trop encourageants non plus. La température annoncée de l'économie chinoise semble assez froide, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on ressent. La température ressentie par le peuple pour l'économie chinoise est plutôt douce. Le journal a ensuite présenté des éléments de preuve. Au niveau de l'emploi, plus de 13 millions de nouveaux postes ont été créés. Le taux de chômage dans les grandes villes était de 5,1%, plus bas que l'Allemagne, pays exemplaire en Europe. Côté revenus et prix, le revenu annuel par habitant a augmenté de 7,4%, ce qui est plus important que le PIB. L'IBC a progressé de 1,4%, un niveau relativement bas. Ce rapport revenu-prix fait que les Chinois voient gonfler leur portefeuille ainsi que leur sentiment de bonheur. Il a ensuite évoqué le système de sécurité sociale chinois qui couvre désormais plus de 900 millions d'habitants, l'achèvement de la construction de 7 620 000 logements sociaux et le nombre d'étudiants d'origine des régions éloignées des principales universités a augmenté de 10,5%. Et chaque jour, 12 000 nouvelles entreprises sont créées. Tous ces éléments constituent la température ressentie par le peuple pour l'économie chinoise, qui est plutôt doux. De quoi être optimiste pour l'avenir. Sur le même sujet, un article de l'économiste de Bloomberg, Chen Zhiyuan, a été largement rapporté dans les médias chinois. Dans cet article, il a tout d'abord évoqué la politique monétaire de la Chine, soulignant que l'intégration du yuan dans le panier de retrait spécial du FMI a eu des impacts positifs sur l'économie chinoise. Selon M. Chen, malgré le ralentissement de l'économie chinoise durant ces dernières années, on a toujours raison d'être optimiste pour son avenir. Car des analystes de Bloomberg montrent que depuis 2012, l'économie chinoise approfondit sa restructuration en donnant de plus en plus de part au secteur tertiaire et à la demande intérieure. Le développement devient ainsi plus équilibré. M. Chen a également mentionné la notion des réformes du côté de l'offre lancée par le gouvernement chinois, expliquant que cette mesure vise à exploiter le potentiel de l'économie chinoise. Avec ce potentiel bien exploité, malgré son ralentissement, l'économie chinoise pourra maintenir sa croissance à 6,5% au moins jusqu'en 2020, prévision que Bloomberg a donnée. Face à l'augmentation de l'instabilité de l'économie mondiale, la bonne santé économique de Shenzhen attire l'attention des médias internationaux. Un journaliste du Wall Street Journal est allé enquêter dans cette ville du sud de la Chine. Il a souligné dans son reportage qu'aucune pression économique ne peut être éprouvée dans cette ville. De plus en plus de PME dans le secteur manufacturier commencent à produire des imprimantes 3D, des gyrobots et des robots. Shenzhen est devenue une locomotive de la transformation industrielle de l'économie chinoise. On se tourne vers le Guangming Daily maintenant. Avec le développement des nouveaux médias, le secteur des communications a connu de grands changements. Selon les statistiques, en décembre 2015, les internautes chinois étaient au nombre de 688 millions et la pénétration d'Internet atteint les 50% de la population. Les médias traditionnels font face désormais à de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Le développement de la fusion entre les médias traditionnels et les nouveaux médias fait partie du rapport d'activité du gouvernement. Pourquoi cette proposition ?
comment arriver à cet objectif? Combien Daily a recueilli les points de vue des députés sur le sujet. Selon Wang Yafei, la fusion des médias consiste non seulement dans le mariage entre les contenus, les images et la vidéo, mais aussi celui entre les médias et les autres secteurs, comme les expositions, le tourisme ou la finance, ce qui permettra de créer un modèle commercial et de donner ainsi une force pour parvenir à un développement durable. Selon Liu Bingjie, il est important d'unifier les lois et les règlements. En Chine, chaque type de média a sa propre réglementation, ainsi que ses différentes cibles et un public différent. Sans les unifier, il est difficile de créer une ambiance de concurrence juste. Selon Zhou Mingwei, la fusion des médias n'est pas une simple addition. Elle nécessite de diversifier les façons de diffuser les informations en mettant ensemble les livres, les journaux, la radio, la télévision et Internet. Le public peut aussi prendre part dans la diffusion des informations. Et pour terminer, un sujet un peu plus léger. Durant les 2 sessions annuelles, un passage long de près de 100 mètres dans le hall situé au nord du Palais du Peuple est l'endroit réservé aux journalistes pour recueillir des informations de la part des ministres. Dans les coulisses des 2 sessions, le quotidien du peuple s'est intéressé à ce passage. Ces dernières années, il se produisait souvent des accidents alors que les journalistes se précipitaient dans ce passage pour trouver les dernières nouvelles. Pour laisser sans obstacle ce passage, des plateformes respectives pour les photos et les discours, ainsi qu'une zone spéciale pour les reportages ont été mises en place. Ces mesures ont permis de normaliser la production des reportages. Dans le cas des ministres, les réponses sont souvent courtes, mais donnent beaucoup d'informations importantes. À travers le micro des journalistes, ils peuvent répondre aux questions qui intéressent le peuple. Le rassemblement des journalistes au passage des ministres montre l'attention du public envers le travail du gouvernement. Ainsi, la transparence des informations sur leur travail quotidien reste nécessaire, telles que la publication immédiate de la nouvelle politique, la réponse immédiate aux questions du public. Cette forme de relation entre les ministres et les médias devrait être appliquée de façon permanente.